La première intervenante que nous allons avoir maintenant s'appelle Cécile Maisonneuve. Cécile a eu la charge de la prospective internationale du groupe Areva. Nous avons connu Cécile comme présidente de la Fabrique de la Cité, remarquable think tank, mais la Cécile que nous accueillons aujourd'hui est la conseillère énergie et climat à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Jingle. Merci Christophe, ça peut être utile effectivement. Écoutez, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, de succéder à Jérôme Stubler, que j'ai bien connu à la Fabrique de la Cité, et dont j'ai connu, on en a eu une petite idée, à la fois l'énergie et la créativité. Alors tu l'as dit Christophe, moi l'énergie j'ai pu la regarder sous l'angle local à travers la Fabrique de la Cité, sous l'angle des usages, mais également avec cette casquette IFRI sous l'angle géopolitique. Et il me semble que comprendre la transition énergétique, c'est comprendre aussi les échelles d'action, ce qui se passe, ce qui peut se passer à chaque échelle, et évidemment les interactions entre chacune de ces échelles. Alors, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est moins une trajectoire qu'un panorama. Pourquoi cette idée de panorama, au-delà du fait que ça nous ramène à l'Everest et à la montagne? La trajectoire, ça nous donne l'idée d'une dynamique dans le temps. Mais le panorama, je pense que ça nous donne aussi un indice, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui se passe autour de nous. C'est ce que j'appellerais le temps large. Et c'est cette perspective que je vous propose d'adopter ce matin, c'est de regarder les sujets énergétiques en regardant loin devant, et puis en regardant aussi autour. Vous me direz, c'est un peu obligé aujourd'hui, vu la crise que nous traversons en ce moment. Alors, les perspectives, je voudrais d'abord imaginer, on est donc en train de regarder notre panorama, je reviens à la montagne. J'ai envie de poser le cadre. Quels sont les paramètres de cette transition énergétique? Et plus encore, la question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la crise que nous traversons aujourd'hui, en Europe notamment, mais la scène énergétique mondiale s'en trouve aussi bouleversée, soyons-en conscients, dans quelle mesure cela change ou non les paramètres et les dynamiques de la transition énergétique. Alors, je le disais, on peut avoir beaucoup de points de vue sur l'énergie. Le problème qu'on a eu en Europe au cours des années passées, c'est qu'on s'est un petit peu regardé le nombril, c'est qu'on n'a pas trop regardé ce qui se passait autour. Résultat, on s'est fait anesthésier depuis 20 ans par une surdépendance à certains fournisseurs et depuis quelques années au gaz russe. Et on a complètement sous-investi. On a aujourd'hui une crise majeure de la sécurité et de l'approvisionnement énergétique en Europe, dont nous allons mettre plusieurs années à sortir. Donc, premièrement, la transition énergétique, c'est ça. Il faut dézoomer, il faut regarder ce qui se passe autour et comprendre les évolutions et les interactions entre les différents paramètres. Alors, quand on regarde le sujet énergétique, évidemment, et ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre, il y a l'aspect technologique. La transition énergétique, c'est d'abord regarder tout un tas d'options technologiques, c'est-à-dire se créer des options pour le futur. Ces options qu'on a soigneusement passé notre temps à fermer les unes après les autres en Europe depuis quelques années, avec le résultat qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut regarder toutes les options, créer des options qu'on exercera ou pas dans le futur. Là n'est pas la question, mais garder le maximum d'options. Donc vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette image. Alors, qui va exercer ou non ces options? Vous avez deux solutions. Soit c'est le marché, l'industrie, la compétitivité, j'allais dire les phénomènes naturels, comme l'a expliqué Jérôme. Si on est compétitif, si ça produit de bons rendements, eh bien on gagne sur le marché. Soit c'est le politique. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé sur la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe à partir de 2035. C'est une décision purement politique. Est-ce une décision, me direz-vous, alors c'est de la politique industrielle? J'aimerais dire oui. C'est en l'occurrence surtout de la politique climatique qui n'a pris en compte ni la politique énergétique, ni la politique industrielle, ni la politique sociale. Cherchez bien les études d'impact sur cette décision, vous n'en trouverez pas. Et donc ça m'amène à la suite. C'est le retour du politique dans l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut dire, mais oui, Schumpeter, la destruction créatrice, l'innovation dans le processus de croissance économique, le progrès technique permet de détruire certains pans de l'économie pour en recréer d'autres. Mais attention,
le processus schumpeterien, ça ne marche pas avec des décisions qui n'ont pas été pesées en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et à cet égard, je vous invite à lire le discours prononcé le week-end dernier par Xi Jinping, le leader chinois, qui donne la vision, le programme à venir pour 5 ans en Chine. Et la partie de son discours consacrée au climat et à l'énergie est assez claire. Il pointe clairement l'Europe en disant « Nous, on va, avant de nous jeter à corps perdu dans l'ensemble des technologies nouvelles, on va s'assurer qu'elles apportent la même sécurité que les anciennes. Suivez mon regard. » Parce qu'évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir des usines, des gilets jaunes dans les usines et pas des gilets jaunes dans la rue. Le sujet de la transition énergétique, c'est évidemment aussi, on est en train de le comprendre, le coût de l'électricité. Alors sur le papier, tout était clair. Les économistes nous disaient, coût élevé de l'énergie, ça facilite la transition. Oui, d'accord. Mais, puisque là, il y a un gros mais, la transition, c'est aussi, Jérôme a cité des chiffres absolument ahurissants, une montagne d'investissements à réaliser. Est-ce qu'on peut réaliser cette montagne ? Quand on a une économie qui est par terre, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut réaliser cette montagne quand on a une destruction de l'industrie? Ça va être compliqué aussi, parce que la transition énergétique, ce n'est pas gommer de la carte des industries et puis en construire d'autres, ce n'est pas la page blanche, c'est une transition, c'est-à-dire une transformation. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui en Europe, avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, c'est une destruction de la demande, alors qui est souhaitable à court terme pour, j'allais dire, passer l'hiver, enfin passer les hivers, hein, soyons clairs. Celui-ci va être le plus facile des 3 qui viennent. Mais est-ce que cette destruction, elle est conjoncturelle ou structurelle? Ça, c'est une vraie question, parce que la carte des batteries qu'on a vue tout à l'heure, vous parlez aujourd'hui à des aciéristes, vous parlez aujourd'hui à des chimistes, le sujet de l'industrie, ça va aller très vite. Et la désindustrialisation, ça va très vite. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dans le domaine précisément des batteries électriques depuis 10 ans. Si vous regardiez la même hiérarchie de fournisseurs depuis 10 ans, le chinois, je ne sais pas comment prononcer, ATL, vous le voyez tout en bas du classement. Aujourd'hui, ce n'est pas le leader mondial, c'est le sur-leader mondial. Il a une maîtrise de la chaîne de valeur qui est absolument phénoménale. Donc ça va très vite. Dans la transition énergétique, il y a à la fois beaucoup d'inertie, mais en matière industrielle, comme dans toute l'histoire industrielle, dans un monde qui reste globalisé en dépit de la fragmentation, eh bien, vous avez une redistribution très rapide des chaînes de valeur. Et ce que dit aussi cette slide, où vous avez une surreprésentation de l'Asie en général et de la Chine en particulier, ce que ça nous dit aussi, et dont il faut qu'on soit bien conscient en Europe, c'est que la grande puissance de l'électricité aujourd'hui, c'est la Chine. En matière énergétique, on a toujours regardé les géants du pétrole et du gaz. Mais il faut bien comprendre que c'est pour ça que c'est notre concurrent direct, parce que finalement, on a la même stratégie. Nous aussi, on veut être du très électrique, et l'Europe a des technologies, a une histoire et des entreprises d'électricité extrêmement performantes. Mais on a face à nous le géant chinois, à côté des États-Unis, qui, eux, il y a quelques années, on parlait d'hyperpuissance. En matière énergétique, je dirais que c'est une puissance multi-énergie. Quand on regarde, les États-Unis investissent aussi énormément, pas seulement dans le gaz et pétrole de schiste, dont ils sont devenus des leaders mondiaux, mais également dans les énergies propres, plus particulièrement après le boost apporté par le Inflation Reduction Act récemment introduit par le président Biden. Alors pourquoi la Chine en est-elle là? C'est parce qu'il y a 30 ans, Deng Xiaoping a dit « Le Moyen-Orient, c'est le roi du pétrole et du gaz, nous serons les leaders des métaux critiques. » Il avait compris, ou il avait identifié, la Chine a identifié que dès lors qu'on veut devenir la grande puissance d'électricité, et aujourd'hui la transition énergétique qu'on mène, c'est ça, c'est une transition d'un monde intense en fossiles à un monde intense en métaux. Alors dans la liste que vous voyez, ou que vous voyez peut-être pas très bien ce que c'est écrit petit, des matériaux, il y a de tout. Il y a ce qu'on appelle des métaux critiques, il y a des métaux stratégiques, puis il y a des métaux que vous trouvez partout, je pense par exemple au cuivre que vous voyez tout en bas. Et puis il y a évidemment les terres rares. Sur l'ensemble de cette chaîne de valeur qui contribue aux technologies, qui est nécessaire même aux technologies de la transition, la Chine est non pas dominante, elle est ultra dominante. Et sur un certain nombre de métaux critiques, elle est quasiment monopolistique.
Et je ne parle pas seulement de l'extraction, grâce à ce qu'elle extrait elle-même, mais surtout grâce à tous les accords et les politiques qu'elle a menés à travers le monde, mais je parle surtout du raffinage. Parce qu'on a un problème qui n'est pas nouveau de compétitivité du raffinage en Europe, mais on a un sujet énorme d'amener des capacités de raffinage de ces métaux sur notre continent. C'est en ce sens que la présidente de la Commission, lors de son discours sur l'état de l'Union le 14 septembre dernier, a proposé un Raw Material Act. On va voir ce que ça donne, sachant que tous les pays occidentaux, même les États-Unis, à la fin de la guerre froide, ont désarmé l'ensemble des dispositifs de sécurisation en métaux critiques et en matières premières stratégiques pour les laisser aux entreprises. Donc aujourd'hui, c'est tout cet appareil qu'il faut reconstruire au niveau national et au niveau européen. Et donc, on comprend bien qu'il faut se débarrasser d'une croyance pour pouvoir avancer dans cette transition. Une croyance qui est encore très présente. Je ne sais pas si récemment vous avez vu cette image en soutien à la guerre en Ukraine, enfin aux Ukrainiens, je veux dire, une éolienne aux couleurs de l'Ukraine et en dessous c'était écrit « c'est la paix ». Et donc il y a cette idée qui a été très portée par les Allemands, ça c'est un rapport du ministère de l'Environnement allemand, que le monde des renouvelables, c'était la paix, c'est la démocratie, c'est le local. En gros, il y avait le monde chtonien, tout ce qui se passait sous terre, ça c'était le monde du gaz, du pétrole, du charbon, la mine. Et puis là, on regardait le ciel, c'était le vent, le soleil. Donc ça, c'est une croyance qui a encore la vie dure. Mais la réalité de la transition énergétique, comme je viens de le dire, c'est ça. Et c'est ça qu'il va nous falloir apprendre. Je ne dis pas réapprendre. Jamais l'Europe s'est intéressée au sujet minier. En France, on a largement désarmé, comme je le disais, l'ensemble de notre appareil minier. Aujourd'hui, ça change. Et il y a un appel à projet qui vient d'être lancé par le secrétariat général pour les investissements d'avenir pour reconstruire un fonds et prendre des participations minières. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas la vieille géopolitique, celle du gaz et du pétrole, et puis la nouvelle. On va cohabiter avec les deux. Et je trouve les déplacements qu'ont fait les dirigeants allemands au début de leur prise de fonction sont très intéressants. À gauche, vous avez le ministre de l'économie, Robert Habeck. Robert Habeck est un ministre vert. Il y a quelques années, vous voyez cette image. Il est avec, je ne sais plus si c'est l'émir du Qatar ou s'il est aux Émirats arabes unis. Là, quelques années, vous voyez cette image, vous dites, il va vendre l'énergie 22 au Moyen-Orient, chapeau. Ce n'est pas du tout ce qu'il est allé faire. Là, il est allé sécuriser du gaz, de l'hydrogène, je ne sais plus trop de quelle couleur il est, au début de la crise énergétique. Et puis, à droite, vous avez Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui est avec Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Qu'est-ce qu'il est allé dire à Cyril Ramaphosa? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à l'Afrique du Sud, parler effectivement de son problème de grande dépendance au charbon. Il est aussi allé voir le président d'un pays dont le port d'Urban est le port de sortie d'un certain nombre de matériaux stratégiques. Tout le cobalt qui est extrait au Congo sort par le port de Durban. On s'en est un peu aperçu aussi pendant le Covid parce qu'à un moment, il y a eu des blocages. Donc, je trouve que cette image est tout à fait représentative des deux systèmes qui vont cohabiter. Les deux systèmes qui vont cohabiter sur fond de crises, multicrises, qui vont non pas se succéder, mais s'accumuler. 2020, crise sanitaire. 2021, la crise énergétique qui était déjà là et bien là. 2022, crise géopolitique. Verra-t-on en 2023 une crise alimentaire avec ce qui se passe sur le marché des fertilisants? Et puis, vous ajoutez en bruit de fond, mais de moins en moins bruit de fond, la crise climatique qui est là et bien là. Jérôme l'a dit, on va vivre avec. Alors, on pourrait être très pessimiste. Mais dans un système où tous les repères ont disparu. C'est le retour de l'inflation, c'est le retour de choses dont on pensait qu'elles ne reviendraient jamais. On peut se dire que finalement, c'est beaucoup plus facile de réaliser une transition quand tout bouge. Imaginez que le monde soit d'une stabilité telle qu'on l'a connue, enfin stabilité relative, mais où on avait nos repères pendant les 20-25 dernières années. Ce serait dur de dire qu'il faut tout changer, que l'industrie doit changer, que l'économie doit changer. Ce serait dur. Là, pour le coup, personne aujourd'hui ne va dire non, moi je veux que ça reste pareil, finalement c'est très bien comme ça. Et ce qui est intéressant quand on regarde la capacité d'un organisme, d'un corps social, d'un pays à évoluer sous contrainte, moi j'ai envie de prendre l'exemple de Singapour. Singapour pour moi c'est l'exemple typique d'une évolution, ça c'était le Singapour dans les années 60 que vous voyez avant, aujourd'hui c'est ça.
Et qu'a fait Singapour? C'est une transformation sous des contraintes massives, sous une contrainte en ressources massives. Et en ressources, je parle de ressources spatiales, je parle de ressources énergétiques, je parle de ressources en eau. Et c'est grâce à cette contrainte et en intégrant cette contrainte dans un ensemble de politiques à la fois très dirigistes, mais qui ont su aussi attirer des capitaux privés, que Singapour, c'est devenu ça. D'une certaine manière, c'est à peu près l'Everest qu'on a à gravir. Il ressemble un peu à la transformation de Singapour. Alors, une fois qu'on a posé le cadre du panorama, moi j'ai envie de m'intéresser à nous qui regardons ce panorama. Et pour bien comprendre ce qui pourrait se passer dans cette transition énergétique, il faut qu'on se débarrasse d'un certain nombre de croyances, d'illusions. Peut-être qu'on corrige un peu notre myopie, astigmatisme, bref, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on mette les bonnes lunettes ou qu'on fasse les bonnes opérations des yeux pour comprendre ce qu'on voit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'une des difficultés sur le rythme de la transition, c'est d'aligner les vues entre les citoyens et le politique, d'aligner les vues entre le politique et le monde des affaires, et puis d'aligner les vues entre les pays. C'est tout le problème de la COP. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Quand vous regardez, quand vous arrivez dans la salle, que vous arrivez par la gauche, vous voyez une jeune fille. Et plus vous traversez le long du tableau, et quand vous arrivez sur la droite du tableau, vous voyez une vieille femme. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle transition énergétique d'un monde à l'autre, on ne parle pas forcément du même objet. Et donc la question, en se débarrassant de toutes ces croyances, illusions, c'est comment on va aligner les vues. Alors, sur cette image, vous voyez... Alors, l'image de gauche, je pense qu'elle peut plomber l'ambiance et la réalité du monde énergétique avec, vous voyez, la surreprésentation des fossiles et la surreprésentation du charbon. Et puis l'image de droite, qui est issue des scénarios tout récemment publiés par Total, c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand on voit la forme des courbes, tout en haut, le bleu, c'est la croissance du produit intérieur brut, et puis le jaune, c'est la demande électrique. Donc on est bien en train d'électrifier le monde. En réalité, les deux sont vrais. Les deux sont vrais, mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer ça, et avec la citation un peu provocatrice, je dois l'admettre, du patron de la Saudi Aramco qui a prononcé un discours extrêmement intéressant. C'est l'autre discours qu'il faut lire après celui de Xi Jinping. Vous voyez, décentrer le regard, pas rester simplement entre nous, Européens. Il l'a prononcé lors de la réunion de l'OPEP, réunion assez mouvementée, on va dire. La raison pour laquelle je pointe ça, c'est que oui, il faut se fixer des objectifs ambitieux en termes de croissance des énergies propres. Mais enfin, il est clair, tout aussi clair, qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, il faut flinguer le charbon. Et ça, on a essayé de le faire à la COP l'an dernier, en proposant un phasing out, une sortie du charbon, qui n'a pas été accepté in extremis par la Chine et l'Inde, et ça s'est transformé en phasing down. Mais c'est vraiment le sujet aujourd'hui, comment déterminer des politiques crédibles de sortie du charbon. Et à cet égard, il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a cette initiative au sein, alors qui va peut-être être prise par le G7, mais de grands pays, eh bien, de prendre par exemple l'Afrique du Sud. Ils sont allés voir l'Afrique du Sud, 67% d'électricité produite à partir du charbon. Et ils ont dit, voilà, on va vous donner 8,5 milliards d'euros dans les 3 à 5 ans qui viennent pour que vous remplaciez le charbon par de l'énergie propre. Vous avez d'autres mécanismes auxquels on est en train de songer, par exemple, dans les pays aussi très charbonniers, fermer les centrales à charbon et j'allais dire monétiser l'ensemble des émissions évitées, mais qui auraient été émises si la centrale n'avait pas fonctionné, pour investir dans des énergies propres. Inutile de vous dire que des pays comme le Vietnam, l'Indonésie regardent ça de très près, et l'Inde. Et je pense que tous ces dispositifs d'innovation financière, parce que l'innovation technologique, oui, mais pour tuer le charbon, il va falloir de l'innovation financière pour investir dans autre chose, eh bien, ça va être très important. Et pourquoi je cible le charbon? Parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer, ça c'est du moyen terme, du court et moyen terme en Europe, c'est le retour du charbon à tous les étages. Et le retour du charbon, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise, le charbon est à l'électricité ce que le pétrole est à la mobilité, c'est-à-dire l'assurance tout risque sécurité. Et c'est ça qu'on est en train de voir et que l'actualité est en train de nous rappeler un peu douloureusement. D'autant plus que, vous voyez, ça c'est les investissements dans les renouvelables en Europe au cours des années passées. Quand je vous disais qu'on s'était fait anesthésier par les bas prix du gaz russe, c'est ça qui s'est passé. On a sous-investi dans tout,
y compris dans le gaz d'ailleurs, hors gaz russe, dans le nucléaire, dans les renouvelables. Et donc, aujourd'hui, on a une pente encore plus évrestienne, si je puis dire, à remonter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la dynamique de coût des énergies propres, la dynamique technologique des énergies propres, elle est très très forte. Regardez, c'est les courbes qui partent du bas, là où les autres courbes, c'est les fossiles. Et donc, ce que ça révèle, c'est que la plupart des modèles qui simulent l'augmentation, la dynamique d'investissement dans les énergies propres sont assez conservateurs. Et on voit la courbe d'apprentissage est très, 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 très forte, ce que les anglo-saxons appellent la learning curve. Mais le réel, les réalisations empiriques nous montrent en réalité une dynamique plus forte. Et donc j'ai envie de dire, il faut multiplier les points de passage, il faut que l'empirique enseigne aussi le théorique, c'est-à-dire qu'au-delà de la learning curve, il faut une teaching curve pour améliorer la manière dont nous percevons et surtout la manière dont les investisseurs perçoivent la réduction du green premium associé aux technologies vertes. Donc ce teaching curve, c'est à nous tous de le faire, y compris dans les entreprises comme celle où nous sommes aujourd'hui, pour que les choses se transforment plus vite. Alors teaching curve aussi, rappelons-le, c'est pas ici, je vais vous l'apprendre, regardez le programme de la matinée. L'électricité, ça n'est qu'une partie du débat. Oui, on électrifie les usages, mais n'oublions pas, et d'ailleurs les hivers qui viennent vont nous le rappeler, le chauffage. N'oublions pas également la mobilité. On ne peut pas zapper ces réalités. Autre point important, quand il faut se débarrasser de croyances, il n'y a pas de solution magique. Il y a peut-être à certains moments des monceaux d'argent public qui se déversent sur des technologies, mais il n'y a pas de solution magique. L'hydrogène n'est pas une solution magique. Et si on veut réfléchir intelligemment à l'hydrogène, occupons-nous de ses couleurs et de ses manières de le produire, mais occupons-nous tout autant de ses usages. Et je pense que ces allers-retours entre les usages et entre le demande et offre sont absolument nécessaires pour faire des choix avisés. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, je vous propose, on regarde notre paysage, on a les bonnes lunettes, qu'est-ce qu'on voit? Et je voudrais attirer votre vision, votre regard sur les 5 points de fuite qui dirigent vers la porte. Quels sont les 5 points qui valent la peine d'être regardés? Alors, je viens de parler de l'hydrogène. Vous savez qu'il y a un grand débat aujourd'hui sur l'hydrogène, à la source d'une brouille franco-allemande giga-méga. Le sommet franco-allemand du 26 octobre vient d'être annulé. C'est un des sujets de brouille entre la France et l'Allemagne. Plus généralement, ça pose la question, qu'est-ce qu'on achète chez nous? Qu'est-ce qu'on produit chez nous? Qu'est-ce qu'on achète à l'extérieur? Et c'est la question qui est posée à travers le renouveau de la sécurité énergétique. Sur l'hydrogène, 3 solutions. On produit chez nous avec des renouvelables. Les Allemands en ont besoin en partie à cause de la proportion croissante des énergies renouvelables. Ils ont besoin d'hydrogène aussi pour décarboner leur industrie. Soit on fait venir l'hydrogène, et c'est là l'idée du grand réseau allemand contre lequel la France se bat bec et ongle, des pays proches où il y aura beaucoup de renouvelables. Et on parle là, c'est une étude qui est faite avec la Tunisie. Soit on importe des produits à base d'hydrogène, c'est aussi ce que nombre de spécialistes de l'hydrogène vous disent. Donc on ne sait pas quelles seront les options, mais en tout cas, il faut toutes les regarder, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se fermer les portes et il faut essayer de discuter. Deuxième point d'attention, je pense que cette crise va ébranler la confiance que nous avions assez naturellement dans les grands systèmes nationaux, dans les grands acteurs nationaux historiques qui ont largement failli à leur mission, et que ça va être le retour à la fois du long terme, mais aussi de l'entrée par le local. Et l'entrée par le local, là j'ai pris l'exemple du SMR parce que ce qui se passe sur le nucléaire est assez intéressant. Regardez cette proposition américaine, il y a un beau rapport du DOI là-dessus, sur le Coal to Nuclear Transition. Ils ont compris quelque chose, c'est que si vous dites à des gens qu'on va leur enlever la base de leur industrialisation depuis des décennies, voire des siècles dans le cas du charbon, il faut remplacer par autre chose, par de l'industrie. On ne remplace pas de l'industrie par des services. On a vu en France comment on ne l'a pas fait, ou en Angleterre, ou dans un certain nombre de géographies, ça ne marche pas. Et ce que vous voyez sur les SMR, c'est que ce sont des entités infranationales, des régions, des entreprises qui se disent « Tiens, moi, je vais regarder cette option-là ». C'est le cas en Pologne, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas au Canada, c'est le cas dans de nombreuses géographies, c'est le cas en Angleterre également. Troisième ligne de fuite, point d'attention,
on n'a pas assez regardé, voire pas du tout regardé, ce qui se passe en aval du compteur, sujet sur lequel j'avais travaillé avec Fabien Chaunet à la Creux l'an dernier. Or, cette crise énergétique va accélérer cette nécessaire hybridation entre le numérique, Jérôme en parlait tout à l'heure, et la transition énergétique. On est encore au balbutiement du rôle du numérique dans le monde énergétique par rapport à d'autres secteurs. Il est temps que ça s'accélère. Ça va accélérer la transition par la demande, par le local. Et pour ça, il faut faire tomber un certain nombre de barrières réglementaires, notamment dues à l'idéologie. Je parle d'idéologie, de la concurrence qui a prévalu jusqu'alors en Europe. Quatrième point d'attention, c'est le retour de la sécurité énergétique. On entend parler de reshoring, onshoring. L'autre jour, un séminaire organisé par la Pologne à l'OCDE parlait de friendshoring, c'est-à-dire on va implanter nos chaînes de valeur, nos industries chez les pays amis, les puissances amies, si tant est que ça existe dans le système international. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si on veut réindustrialiser, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, mais pas seulement, beaucoup d'énergie en général. Et je pense qu'il faut réexaminer le fait de considérer en soi la baisse de la consommation comme un objectif. Le sujet, c'est la décarbonation. On va devenir, soyons-en certains, avec cette crise, des champions de l'efficacité énergétique. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ça va être un boost extraordinaire de ce que nous n'avons pas fait au cours des années passées. On a quand même été complètement négligents sur ce sujet, donc ça tant mieux. Mais je pense qu'il faut quand même interroger les modèles qui postulent systématiquement la baisse de la consommation d'énergie. Dernier point, je disais qu'il fallait garder les options ouvertes. Ça, c'est le sujet. Alors, ça fait longtemps qu'on parle des technologies de capture et de stockage du carbone, les CCS, qui n'ont jusqu'alors pas fait ses preuves. Il y a ce nouveau sujet dont il est d'ailleurs question dans le rapport du GIEC sur les solutions de retrait du carbone de l'atmosphère. Alors, on me dira, oui, mais ça c'est très lointain, on n'est pas sûr, on ne peut pas faire du pari technologique, du technosolutionnisme. Certes, mais comme je le disais tout à l'heure, se fermer les options aujourd'hui dans un tel monde d'incertitudes, y compris les incertitudes liées aux dynamiques climatiques. On est en train de se rendre compte que les modèles ne sont pas tout à fait ceux dont on était si certain. Je pense que c'est prendre un risque. Et généralement, c'est prendre un double risque, puisque quand on se refuse à faire ça, on postule autre chose, c'est que les comportements vont changer, que la société va changer. Eh bien, moi, je suis convaincue, venant des sciences humaines et sociales, que de même que le technosolutionnisme n'est pas une solution, je pense que le socio- ou le comportementaux-solutionnisme est encore moins une solution, car ne correspond pas absolument à ce que les êtres humains ou les sociétés, la manière dont les sociétés ont fonctionné jusqu'alors. Donc on peut être très très innovant, je veux bien, mais jusqu'alors, il n'y a aucune réalité scientifique, voire empirique, qui permet de postuler cela. Alors, je conclurai en disant, en terminant, tout ce qui est en train de se passer. Point d'attention, il y a bientôt la conférence, la nouvelle COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Elle va être très intéressante. Là encore, relisez le discours de Xi Jinping, ce qu'il dit. La Chine est déterminée à jouer tout son rôle dans le leadership de la négociation climatique. Parce que l'Europe, la crise que vit l'Europe, c'est la crise de ce qui était le slogan de l'Europe, le lead by example. On ne peut plus dire qu'on lead by example. Donc aujourd'hui, il va falloir redessiner aussi la négociation climatique internationale, parce que je pense que les COP, comme l'a montré Glasgow l'an dernier, les COP ont atteint un point de rupture, et c'est à mon avis ce que va encore plus montrer une COP qui se déroulera sur le continent africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour cet exposé brillant et très complet sur l'environnement de l'énergie. On voit qu'il va nous falloir beaucoup d'énergie individuelle, collective et au niveau des États pour résoudre ce problème de l'énergie et de la décarbonation de l'énergie. On va maintenant passer à une séquence de questions-réponses. Je vais peut-être poser la première question avant de laisser la parole à la salle et aux gens qui nous suivent à distance. Est-ce que tu vois un pays ou un grand industriel qui se détache largement sur finalement l'appréhension de ce sujet autour des énergies renouvelables? Alors, quand on parle de pays, généralement, on regarde du côté des pays du nord de l'Europe. Alors moi, j'ai regardé du côté des pays du nord de l'Europe, mais aussi du côté des villes. Et je regardais l'autre jour, la première stratégie climat au monde, elle sort à Helsinki en 2002. Donc ça fait très très longtemps finalement que ces pays
sont engagés, non pas comme nous finalement, dans une transition du système électrique, mais sont dans une transition énergétique totale. C'est pour ça que j'ai insisté sur le rôle du chauffage. Quand on voit en Suède, il y a aussi la partie chauffage est aussi largement décarbonée. Donc je pense que ces pays-là sont intéressants. Et là où la Suède est très intéressante, c'est que c'est quand même un pays dont la part de l'industrie dans le PIB est du niveau allemand. Donc c'est un pays qui n'a pas sacrifié son industrie, qui a une taxe carbone à 130 € la tonne et qui a le système sans doute le plus décarboné au monde. Donc ça, je pense que la leçon suédoise est très intéressante. Alors là où il ne faudrait pas doucher tous les espoirs, ils s'y sont mis dans les années 90. La négociation sur la taxe carbone, elle est multipartie, multigénérationnelle. Donc ils ont pris le temps. Mais ça, je pense que c'est des pays qui, malgré tout, ont su trouver la voie. Ajouter à cela, quand même, un marché de l'électricité, une plaque électrique qui fonctionne bien, même si récemment, si je puis dire, il y a eu de l'eau dans le gaz avec la baisse de rendement des barrages norvégiens. Une question de la salle, peut-être, maintenant? Il y a une question ici. Bonjour, Raphaël Rouillard, Bouygues Expertise Nucléaire. Déjà, merci pour votre intervention. Concernant le sujet de l'exploitation minière en Europe, est-ce que ça vaut le coup? Car, bon, avec le dernier rapport du GIEC, pas mal de géologues nous interpellent sur le fait qu'il y a des risques de surpollution sur l'exploitation minière. Donc voilà, est-ce que sur le long terme, dans le nucléaire, voilà, on est toujours cette vision sur 50-60 ans que l'on nous impose, donc est-ce que ça vaut le coup? Merci. En fait, il y a plusieurs manières de répondre à la question. Alors déjà, sur les conditions environnementales et tout, on peut continuer de dire, de toute façon, ça ne se passe pas chez nous, on s'en fiche. Finalement, la manière dont c'est exploité au Congo, c'est pas notre affaire, la pollution n'est pas chez nous. Et jusqu'alors, soyons clairs, on a eu cette position finalement. On était très NIMBY, y compris sur la pollution, y compris sur les émissions. C'était pas chez nous, donc tout allait bien. Aujourd'hui, moi, je pense que sur les sujets miniers, sur les sujets plus globalement de la question des métaux, il y a 5 stratégies. La première stratégie, c'est de développer des mines chez soi. Alors, l'avantage quand c'est chez vous, vous pouvez contrôler les conditions environnementales, les conditions de travail, et vous pouvez imposer des normes tout aussi strictes que celles qu'on impose quand on fait de la prospection pétrolière ou autre. Vous pouvez passer des accords avec les pays qui ont ces ressources. Alors, moi, pour l'instant, le réseau diplomatique européen, je pense qu'il n'est absolument pas câblé. Il n'y a pas de politique étrangère de l'Europe. Donc, quels pays peuvent faire ça en Europe? Il n'y en a pas 50. La France, l'Allemagne s'y met un peu. C'est dommage qu'on ait perdu les Britanniques. Ils n'étaient pas mauvais là-dessus. Mais si on parle Europe de l'énergie, à mon avis, il faut réintégrer, il faut la voir très large. Il y a les Britanniques, il y a les Norvégiens, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a les Turcs. Soyons clairs. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut penser l'Europe de l'énergie. Donc ça, c'est la deuxième solution. Vous passez des accords diplomatiques. Troisième solution, vous stockez. C'est les politiques stratégiques dont je parlais tout à l'heure. On y revient. Ça se remet. On est en train de reconstruire ce dispositif. Quatrième solution, vous recyclez. Alors ça, Greg de Temerman en parlerait beaucoup mieux que moi parce que son think tank Zénon a fait un super rapport là-dessus que je vous encourage à lire. Le problème, quand vous recyclez, c'est qu'il y a des produits secondaires qui sont associés à un certain nombre de métaux critiques et dont on a cruellement besoin pour des toutes petites niches, mais alors absolument fondamentales pour certains secteurs. Et puis, le dernier sujet, vous faites de la R&D pour remplacer. C'est-à-dire, quand je vois, par exemple, quand il y a eu il y a eu des problèmes sur certains matériaux pour les batteries. Elon Musk a transformé, a mis du manganèse à la place d'un autre métal critique. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi faire beaucoup de R&D sur les matériaux pour substituer. Mais en tout cas, il n'y a pas une monostratégie. Mais je pense que se fermer la porte du retour de l'exploitation minière en Europe, pour le coup, ça n'est pas non plus crédible. Merci. Peut-être une question maintenant à distance, Franck? Alors oui, il y a plusieurs questions à distance. Déjà des commentaires qui vous remercient pour votre propos brillant et passionnant. Alors une question, on l'a vu sur les terres rares, à la fois vous l'avez évoqué et Jérôme Stubler aussi. Quel est l'impact sur l'environnement de l'extraction de ces terres rares? Alors,
L'impact d'une extraction minière, c'est un impact effectivement beaucoup en termes de pollution locale et puis également en termes de pollution globale, d'émissions et tout. Le sujet aujourd'hui, et ça c'est l'une des propositions du rapport Varin qui est sorti au début de l'année, c'est comment promouvoir des labellisations mines responsables. Si on décide aujourd'hui de s'appuyer sur des producteurs qui ne sont pas chez nous, il va falloir travailler en fait sur toute la chaîne de valeur et travailler sur les mines responsables. Donc là, on a un immense chantier devant nous, mais le chantier, on ne part pas de rien non plus. Il y a des initiatives internationales qui existent de longue date. Je pense à l'initiative Haïti sur la transparence, donc qui était liée là pour le coup au sujet de corruption, mais il y a un certain nombre d'ONG qui œuvrent de longue date. La question, néanmoins, va être extrêmement compliquée à résoudre. Mais enfin, je me dis qu'on a quand même... faut faire de la diplomatie, je le disais tout à l'heure, vis-à-vis du continent africain. Je parlais du charbon et je parlais de ces espèces de deals d'innovation financière qu'il faut faire. On a beaucoup de sujets à discuter. On a beaucoup de sujets à discuter permettant là-bas, le sujet c'est pas d'accélérer la transition, c'est d'électrifier et d'accélérer l'accès à l'énergie. Et donc à partir de là, on peut faire des politiques qui ne soient pas des politiques ressenties comme égoïstes, parce que derrière il y a aussi le sujet sur le débat minier du retour de tout ce qu'on appelle le post-colonialisme. Et je pense qu'il faut là débattre de l'ensemble des questions énergétiques et non pas se focaliser sur ce dont on a besoin, nous, pour la transition, et ce dont ont besoin aussi, d'ailleurs, les Africains. À cet égard, un petit warning. Il y a un autre rapport très intéressant qui a été sorti cette année, celui de la Fondation Mo Ibrahim. À Glasgow, on a quand même dit qu'on ne financerait plus les projets gaziers, notamment. La BEI ne finance pas les projets gaziers, l'AFD non plus. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans gaz, il faut être très clair. Donc dire ça et se précipiter 3 mois plus tard dans les bras du Qatar ou des Émirats arabes unis, je peux vous dire que ça a été vécu d'une manière un petit peu modérément, ça a été modérément apprécié dans un certain nombre de géographies. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans gaz, soyons-en conscients aussi.